RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois traite de la santé mentale et démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. On aura bien compris la thématique de l'émission. Ce mois-ci, dans l'émission, on a choisi de parler d'addiction et notamment d'addiction chez les jeunes. Bienvenue à vous, Dr Michael Biche, dans notre émission. Bonjour. Vous allez être un peu notre expert aujourd'hui pour aborder ces sujets d'addiction chez les jeunes. Pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie, coordinatrice du PTSM 54. Du projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle. Voilà, ça c'est bien précis. Et puis, avec nous également Basile Tudos de Espoir 54, CREPSI, les deux. Espoir 54 et CREPSI, Centre Ressources Handicap Psychique Grand Est. Voilà, c'est parfait. Donc on va aborder aujourd'hui ces problématiques d'addiction qu'on peut trouver chez les jeunes, et il y en a beaucoup. Comme vous le savez, on va démarrer comme chaque fois par le micro-trottoir. Vous êtes allé dans la rue, on a posé des questions aux gens dans la rue et ensuite on pourra évidemment en rediscuter. La première question qui a été posée. Oui, alors première question, selon vous, quels sont les troubles addictifs les plus fréquents chez les jeunes ? Les pratiques addictives, oui, on va dire Internet, tout ce qui est réseaux sociaux. Ensuite, la télé, ça reste toujours addictif, les ordinateurs, tout ça, ça fait partie de ça. Les écrans, ouais, écran. Alcool, cigarettes et tout ce qui touche au cannabis, etc. Tout ce qui est téléphone, donc réseaux sociaux et tout le tralala, des réseaux sociaux dont j'ignorais d'ailleurs complètement l'existence. Je pense qu'après il y a d'autres pratiques qui se font en soirée, genre les nouvelles drogues maintenant, les trucs un peu funky, là, les ballons, je sais pas quoi. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que ce genre de choses qui peut sembler un peu funky sur le coup comme ça peut vite devenir addictif et très très dangereux. Et puis la fameuse qu'on a tous vécu, l'alcool avec les petites fêtes et tous les troubles qui peuvent en découler. Les réseaux sociaux. Je pense aussi les réseaux sociaux parce que j'ai tendance à dire la drogue, mais c'est un peu c'est tout le monde en fait, je pense. Pas plus chez les jeunes quoi, non je pense pas. Et ouais, les écrans en général en fait, je pense. Et paris sportifs aussi, je trouve un peu. En fait il y a trop de choses, je pense, auxquelles on est, le sucre, il y a tout un tas de choses auxquelles on est addict et on s'en rend compte plus ou moins. Mais après je pense que celle qui se voit le plus c'est vraiment les réseaux sociaux, le numérique. Et puis qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une société ? Non, je rigole. Qui devient addictif. Ça peut arriver, non ? Les écrans, beaucoup. Les écrans, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, Basile. Ouais, visiblement, on a tous conscience des problèmes addictifs chez les jeunes. On nous parle donc de l'alcool, cannabis, du tabac, mais aussi de la dépendance aux écrans avec la télé, les portables et les réseaux. Donc, au cours de l'adolescence, les expérimentations les plus précoces sont, quel que soit le sexe, l'alcool, cigarettes, produits à inhaler, l'entrée dans le tabagisme quotidien, le cannabis et l'ivresse alcoolique, qui sont des pratiques qui arrivent très tôt dans l'âge. On nous parle également donc, de nouvelles drogues avec une personne qui nous parle de ballon. C'est en fait des drogues qu'on inhale, on inhale des gaz. On pourra parler avec notre invité du jour du protoxyde d'azote notamment, qui est depuis maintenant quelques années un fléau, car cette drogue hilarante, entre guillemets, a des effets dramatiques sur la santé des jeunes, peut engendrer des troubles cardiaques, neurologiques, ainsi qu'une addiction, ce qui impactera bien sûr la santé mentale des jeunes. Ce qui est inquiétant, et pour faire le lien avec d'autres pratiques addictives avancées par les personnes interviewées, cette nouvelle drogue fait fureur sur les réseaux sociaux comme TikTok, qui est un réseau social où en France, plus de 72% ont moins de 24 ans. L'écran a donc une place centrale dans la vie des adolescents, et plus particulièrement le smartphone, qui les relie à tout, donc à la fois un outil de socialisation, de jeu, de réponse à tout. On l'entend de plus en plus, le téléphone c'est notre troisième main, alors que les écrans représentent des dangers. Il sera donc intéressant de voir pendant cette émission quels sont les impacts sur la santé mentale et sur la santé en général des jeunes. Parfait, on reviendra évidemment sur tout ça. La deuxième question que vous avez posée. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui favorise ces conduites addictives chez les jeunes ? Qu'est-ce qui favorise ? Tout ce qui est médias déjà. Après, il y a les parents aussi. Il y a une éducation. Je pense que on laisse faire parce qu'on lâche l'affaire. Moi, je suis la première, j'en ai une de 6 ans et du coup... Mais bon, on essaie de mettre le haut là et puis il y en a qui n'arrivent pas à le faire, quoi. Je pense que c'est plutôt récréatif pour le cannabis et après aussi l'alcool. Et la cigarette plutôt... ça désinhibe un peu, donc se sentent un peu moins, voilà. Et pour la cigarette, plus peut-être pour faire comme les grands ou pour se conformer à une image, mais...
les pubs. Par exemple sur YouTube, maintenant il y a 2 pubs de 30 secondes qu'on peut pas passer. Forcément ça joue un peu... Non, puis le fait, il y a les algorithmes aussi qui sont introduits dedans et qui font que ça nous montre seulement ce qu'on veut voir. Et donc on continue, comme TikTok. TikTok, c'est... Moi j'ai supprimé pour ça, TikTok, c'est terrible. Ouais, parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc récemment, c'est que j'ai plus de connaissances précises sur des sujets que j'aime bien. J'ai plein de petites connaissances sur plein de trucs, mais j'ai pas de vrai centre d'intérêt en fait. Donc je préfère. Prise de conscience. Je pense qu'il y a les phénomènes de groupe. Alors il y a l'isolement aussi parce que je pense que ça joue aussi pour beaucoup, mais le phénomène de groupe, se dire allez je veux me faire voir, je veux aussi intégrer un groupe parce qu'il y en a pour lesquels je pense fonctionne comme ça. Pour moi c'est probablement la première des choses. Les soirées étudiantes. Ça c'est pour tout ce qui est nocif en gros et effectivement pour la concentration et tout c'est la pression des études. Ouais, peut-être la pression des parents aussi dans certains cas pour la réussite, avoir envie de réussir pour rendre fière sa famille. Mais après oui, pour tout ce qui est drogue, alcool et cigarettes, je pense que c'est les soirées, l'effet de groupe et ouais. On entend qu'on parle beaucoup finalement de représentation qu'on peut avoir vis-à-vis des autres quand on parle de ce qui pourrait entraîner l'addiction, Stéphanie. Tout à fait. Alors, pour résumer un petit peu tout ce qui vient de se dire, et on l'a vu dans une autre émission, l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité. Il n'est pas toujours facile de savoir pourquoi une personne expérimente la consommation de tel ou tel produit, mais il n'y a pas une seule explication à cette expérimentation. Il y en a parfois plusieurs et qui s'additionnent ou se succèdent. Bon, parmi les différents facteurs, on peut citer facteurs psychologiques, socio-économiques, scolaires, familiaux, l'influence du cercle amical. Et du coup, ces conduites addictives, elles vont permettre tantôt de rechercher des effets pour s'amuser, se détendre, se sentir bien avec les autres, notamment au cours des soirées, comme ils ont pu le dire, pour vivre une expérience différente. L'adolescent est à la recherche de sensations nouvelles, plus fortes, et pour aller aussi au-delà de ce qu'il peut ressentir habituellement, pour faire face aussi à des situations difficiles. La prise de produits, elle est parfois considérée comme la seule solution pour gérer les émotions, les souffrances, l'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé, le mal-être actuel ressenti par les jeunes. Ça peut être aussi pour appartenir à un groupe. Le souci de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe, il est très important chez les ados. Et l'acceptation passe parfois par la prise de produits. Faire comme tout le monde. Ça permet aussi parfois d'améliorer ses performances. La pression sociale autour de la réussite, elle est parfois difficilement gérable par les ados, pour les ados. Donc prendre un produit comme dopant ou alors atténuer les effets du stress sont parfois retrouvés chez les jeunes. Donc de manière générale, plus l'expérimentation d'un produit se fait tôt dans l'adolescence, plus le risque augmente de perdre plus tard le contrôle de la consommation et de devenir dépendant. Mais j'imagine que M. Biche pourra certainement étayer les propos à ce sujet-là. On en reparlera effectivement tout à l'heure. Et la dernière question, avant de rentrer dans la discussion et l'échange à ce propos, la dernière question qui a été posée dans la rue à nos auditeurs. Alors, dernière question, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes ou à leurs parents ? Moi sincèrement, j'ai 45 ans, j'ai pas du tout de réseaux sociaux, pas du tout d'internet gelé. Mais voilà quoi, moi je pense qu'on devrait revenir à une ère un peu plus écologique, un peu plus moins égocentrique on va dire, moins égoïste en fait. On devrait revenir un peu en arrière quoi, dans les années 70-80. Ouais, c'était mieux avant. Franchement ouais. Je pense que ça tape trop au cerveau en fait. Ouais. Puis on devient un petit peu psychopathe pour le coup. Un peu bipolaire, un petit peu tout ça, et puis on fait plus confiance aux gens. Essayer de jamais commencer pour pas tomber dans la routine quoi. De jamais commencer. Je sais pas, de se faire aider, c'est plus facile quand on est suivi. Par une structure ou par la famille, enfin. Plus on est nombreux à prendre ce problème. Mettre du temps d'écran, c'est ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Après, pour la question des drogues, enfin tout ce genre d'addictions qui se font grâce au groupe, peut-être réussir à faire abstraction des normes sociales, enfin chercher à se faire du bien plutôt que à vouloir s'intégrer en se faisant du mal. De s'amuser, de profiter des uns des autres, mais en étant bienveillant et en se mettant quand même des limites et à se surveiller les uns les autres.
véritablement. La drogue, c'est pas si bien, l'alcool non plus. Enfin, en soirée, il faut savoir dire non aussi aux faux amis, quoi. Ouais, ne pas penser qu'on est cool parce que on fume, on boit ou quoi. Il vaut mieux faire comme nous on le pense et ne pas se laisser avoir justement par l'effet de groupe, quoi. Bon, il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés, on peut essayer de les résumer, Basile ? Ouais, beaucoup de conseils. Alors, le premier conseil que l'on peut donner, c'est avant tout d'en parler, alors bien sûr à son entourage, mais également à des professionnels si besoin. On détaillera par la suite les ressources professionnelles qu'on peut retrouver sur le territoire. Également, on l'a entendu dans le micro-trottoir, la bienveillance entre pairs et de guise. Il y a un intérêt à se surveiller et à s'aider les uns les autres. Donc même si c'est facile à dire, ce que l'on peut également retenir, c'est qu'il faut faire abstraction des normes sociales, même si pendant l'adolescence, Stéphanie l'a dit, le fait d'appartenir à un groupe est primordial. Il faut s'écouter, savoir quand dire non et ne pas penser que l'on est cool parce que l'on boit ou l'on fume. Alors concernant la limitation du temps d'écran, c'est intéressant parce que... et notamment sur le temps passé sur les réseaux sociaux, on nous a parlé dans le micro-trottoir de mettre en place des temps d'écran. Ouais. Alors c'est une solution qui est de plus en plus utilisée par les parents, mais qui peut également être appliquée à soi-même. Alors on peut dire quand même là merci à la technologie, parce que la plupart des smartphones proposent maintenant des fonctionnalités qui permettent cela. Vous allez pouvoir dans un premier temps avoir accès à des statistiques concernant le temps que vous passez sur une application ou une autre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également fixer des limites de temps par application. Donc par exemple, vous pouvez fixer une limite d'1 heure sur Instagram par jour et vous n'aurez donc plus accès à cette application l'heure passée. Il y a également donc des petites astuces qu'on peut tous mettre en place, comme la désactivation des notifications, l'activation du mode avion ou encore s'occuper autrement. Facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire ? Je ne sais pas. Sinon, donc, il serait important de connaître les impacts réels des écrans et notamment des réseaux sociaux sur la santé et la santé mentale des jeunes. Une jeune femme nous a dit « on devient un peu psychopathe, un peu bipolaire ». Il serait important de revenir sur cette affirmation avec notre invité. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre une pratique addictive, notamment sur les écrans, et l'apparition d'un trouble psychologique ? Et enfin, peut-on dire que c'était vraiment mieux avant ? Est-ce que nos aînés étaient vraiment moins addicts ? On y répondra dans quelques instants en nous interrogeant sur l'évolution des pratiques addictives des jeunes à travers les décennies. Et puis il y a aussi le conseil de ne pas commencer tout simplement, on l'a aussi entendu. On va revenir dans un instant avec le Dr Biche qui va nous expliquer ce qu'est une addiction. Le temps d'abord d'écouter un titre que vous avez choisi d'ailleurs, Docteur, Rehab. Un petit mot avant qu'on l'écoute sur ce titre-là ? Alors, sur ce titre qui est assez explicite dans le texte, mais peut-être par rapport à ce qui était évoqué sur le micro-trottoir, sur les substances perçues comme dangereuses, moins dangereuses, les plus consommées, les moins consommées. Je pense que c'est important de rappeler en fait que l'alcool qui a tué Amy Winehouse, Amy Winehouse, elle est malheureusement décédée d'une intoxication alcoolique aiguë, pas d'une overdose de substances illicites quelconque. Mais l'alcool, ça reste en France la première cause d'hospitalisation. Et ça reste responsable de 1/4 des décès très prématurés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'alcool, ça tue par cirrhose du foie, cancer, des personnes qui ont bu quotidiennement beaucoup pendant longtemps. Mais l'alcool, ça tue aussi des gens très jeunes, d'overdose en fait. Sauf qu'en France, on n'utilise pas le terme d'overdose d'alcool, mais l'overdose d'alcool, elle existe, elle n'est pas rare, et malheureusement, elle fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Et on y reviendra, mais je pense que le changement générationnel qu'on a beaucoup entendu là dans les témoignages et qui est extrêmement appréciable et qui peut rendre très optimiste, c'est que plusieurs personnes ont dit mais essayons de nous vouloir du bien les uns les autres, et essayons d'être bienveillants et de nous surveiller, etc. Ça, c'est extrêmement protecteur vis-à-vis des surdoses d'alcool. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent d'une surdose d'alcool ? Mais parce qu'ils sont tout seuls. Ouais, c'est juste. Ouais. Et donc ça, c'est extrêmement important. On va réévoquer évidemment tout ça dans un instant. On écoute en attendant Amy Winehouse avec Rehab sur RCN dans l'émission Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, on aborde la thématique de l'addiction et l'addiction chez les jeunes avec le docteur Michael Biche. Si vous le permettez, on pourrait peut-être commencer par définir ce qu'est l'addiction. Oui, tout à fait. C'est important effectivement parce que la définition de l'addiction, si on ne la connaît pas, on va beaucoup plus se la faire en fonction de ses propres usages en général. Ouais. Et puis on a un certain nombre de fausses idées aussi sur ces définitions-là. D'abord, ce qu'il est important de considérer, c'est que l'addiction, c'est une maladie chronique. Donc, ce n'est pas une faute morale.
c'est pas bien ou mal d'être dépendant, c'est exactement comme être diabétique de type 2, c'est-à-dire avoir une maladie chronique avec une grosse composante environnementale. Donc, et ça, c'est fondateur dans l'addictologie. Ça n'est pas une question de faute morale, de décadence, etc. Je le précise parce que dans l'histoire des liens entre l'homme et les produits et les usages, ça a longtemps été le cas, cette histoire de faute morale. Et il en reste d'ailleurs des relents aujourd'hui, hein, chez la plupart d'entre nous. On a des représentations, et ces représentations-là, l'idée, c'est pas de ne pas en avoir, on ne peut pas ne plus les avoir comme ça, mais l'idée, c'est de savoir qu'on les a et d'éviter de les mettre dans ces raisonnements. Ensuite, il y a plein de façons de définir l'addiction. Cette définition, très simple, maladie chronique à forte composante environnementale, déjà, elle permet de se rendre compte que globalement, l'environnement joue un rôle décisif. Et l'environnement joue un rôle décisif dans l'exposition aux comportements addictifs, aux produits. L'environnement joue un rôle décisif dans l'initiation, et l'environnement joue aussi un rôle dans le maintien, un petit peu moins, parce que là, il y a aussi des facteurs individuels, mais cet environnement joue un rôle dans les premières phases très important. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que, naturellement, on aurait tendance à se dire, les gens qui ont des addictions, ils ont des problèmes personnels. Ils ont une addiction, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont malades, c'est des gens qui sont fragiles, c'est des faibles gens, parfois, c'est des gens qui peuvent être faibles, qui ont beaucoup de vulnérabilité, etc. Donc, c'est pas moi. Or, l'environnement est décisif dans l'initiation. Si demain, vous, moi, nous allons vivre dans un environnement où il n'y a pas d'alcool, par exemple, même si nous sommes vulnérables, nous avons très très peu de risques de devenir dépendants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un jeune expérimente une substance? Deux choses, et c'est pas sa vulnérabilité. Pour l'expérimentation, la première chose, c'est la disponibilité du produit. Ça peut sembler bête à dire, mais quand on dit disponibilité, ce sont des facteurs complexes. C'est-à-dire, c'est pas juste ça existe. C'est j'en trouve, c'est facile de le trouver à toute heure. C'est un prix qui est accessible aussi. Et deuxième grand facteur, c'est socialement acceptable d'utiliser ce produit. Parce que, et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, en termes de troubles de personnalité, de psychopathie. C'est quoi la psychopathie? La sociopathie, le trouble de personnalité antisociale, ça inclut plein de critères de définition, mais ça peut comporter le fait de ne pas se conformer aux normes sociales, d'avoir une attitude de défiance vis-à-vis des normes sociales, de ne pas avoir de considération pour les conséquences de ses actes sur les autres. Or, la plupart d'entre nous ne sommes pas comme ça, et consommer une substance, dans le cerveau d'adulte, ça peut être perçu comme c'est un acte de défiance à l'autorité. C'est un contresens fondamental. Les jeunes n'expérimentent pas le cannabis ou l'alcool pour défier l'autorité. D'ailleurs, les adultes en consomment, donc ils défient rien du tout. Ils consomment du cannabis parce qu'il y en a, et parce qu'au contraire, c'est se conformer. C'est se conformer aux codes sociaux du groupe dans lequel ils évoluent au moment où ils sont. Pas du tout un acte de défiance. C'est-à-dire, alors, ça va un peu en contradiction avec l'idée que l'adolescence, ça comporte le testing des limites, etc. Ça peut par plein d'aspects le comporter, mais l'expérimentation, vraiment, c'est un acte de conformation sociale plus qu'autre chose. Et une fois qu'on a posé ces choses-là, ça permet de quand même beaucoup mieux comprendre que on ne peut pas régler le problème juste en disant si on repère bien les vulnérabilités individuelles, on va régler le problème. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il y a eu à un moment dans l'humanité une société sans usage de substances psychoactives, même si elles évoluent beaucoup. Donc ça, c'est les premiers éléments de définition. Ensuite, bien sûr qu'une autre définition assez ancienne et un peu pluridisciplinaire comme ça de l'addiction, c'est la définition de Claude Olivenstein qui disait l'addiction, c'est la rencontre entre un individu et une substance à un moment socio-culturel donné. Le moment socio-culturel donné, c'est l'environnement, on vient d'en parler. Il est plus ou moins incitateur, plus ou moins protecteur. Et puis, les facteurs personnes, ça peut être effectivement des facteurs de vulnérabilité. Et ces facteurs de vulnérabilité, on pourrait avoir tendance à les penser comme exclusivement psychiatriques. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des facteurs de vulnérabilité génétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant les effets que nous font l'alcool. Vous savez, il y a des gens, quand ils consomment de l'alcool, ils ont tout de suite une bouffée de chaleur, etc. Tout ça parce qu'ils n'ont pas l'équipement enzymatique. Ça, c'est génétique. La vulnérabilité ou la protection, elle peut aussi être biologique. Si je fais 50 kilos ou 100 kilos, ça ne produit pas les mêmes effets.
la protection de la vulnérabilité, elle peut être psychologique aussi, et je ne parle pas de maladie, mais vraiment de fonctionnement psychique, soit structurel, ma manière de fonctionner habituellement, mon tempérament, ou même de fonctionnement ponctuel. Si j'ai un tempérament plutôt à recherche qui est plutôt high sensation seeker, c'est-à-dire en recherche de sensations fortes, bah peut-être je vais plus chercher des produits qui ont un effet, ou en prendre plus fort, ou en prendre plus, parce que j'ai besoin pour ressentir d'avoir des sensations un peu plus fortes. Ça, on n'est pas tous égaux. Et puis, bien sûr, il y a des vulnérabilités psychiatriques aussi. Mais quand on dit vulnérabilité psychiatrique, on a tendance à entendre tout de suite aussi c'est pas moi, c'est l'autre, c'est une maladie chronique, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Non, c'est aussi... Ça peut très bien être une vulnérabilité psychiatrique qui est temporaire, l'épisode dépressif caractérisé, qui concerne quand même une proportion non négligeable des personnes sur la vie entière. On est 15-20%, je crois, des Français qui, dans leur vie, vont présenter un épisode dépressif caractérisé. Donc, soit pour la consommation, soit pour la reconsommation. On sait que quelqu'un qui a été fumeur et qui déprime, c'est une période un peu plus risquée vis-à-vis de ces choses-là. Et puis, dernier élément à considérer important de définition, c'est qu'il faut au maximum dans sa tête abandonner l'idée de critères de définition qui seuls définiraient l'addiction. Pourquoi ? Parce que si on s'intéresse qu'à des critères, on fait ce qu'on aime bien faire en France, on fait des catégories avec les gens. Et donc, pour l'alcool, typiquement, on sépare les gens en deux catégories. Les alcooliques, mot qu'on n'utilise plus du tout en addictologie, parce qu'il n'a aucune pertinence scientifique, en fait, mais j'utilise volontairement comme ça. Les alcooliques qui, donc, doivent arrêter de boire, puisqu'ils sont alcooliques, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis les autres, ceux qui ne sont pas alcooliques, qui, de fait, peuvent continuer à boire, également jusqu'à ce que mort s'en suive. On parle maintenant de consommation récréative, d'ailleurs, de l'alcool comme du cannabis, par exemple. On parle de consommation à faible risque, possiblement pour l'alcool. Maintenant, on pourra y revenir. Mais cette définition, si on a une définition comme ça très catégorielle, bon, déjà, elle n'a aucune espèce de pertinence clinique, parce qu'on ne va pas se coucher un soir sans avoir de problème pour se lever le lendemain en l'ayant. Et deuxièmement, le gros problème de cette approche très dichotomique, c'est que globalement, en l'absence de repères très fiables pour les gens, et même pour les professionnels de santé parfois, l'alcoolique, entre guillemets, c'est toujours l'autre. C'est-à-dire que je vais vous le faire un peu caricatural, et le sketch de Coluche, pour ceux qui l'ont entendu, il est déjà vieux, mais celui qui a un problème avec l'alcool, pour le jeune, c'est celui qui boit tous les jours. Et puis, c'est-à-dire le vieux qui boit tous les jours à table. Et puis, pour le plus âgé, celui qui a un problème avec l'alcool, c'est le plus jeune, parce qu'il ne boit pas tous les jours, mais par contre, le week-end, il a des alcoolisations massives importantes. Ça, ce n'est pas des manières pertinentes d'évaluer ce qu'est une addiction. Une addiction, ça s'évalue avec quelques critères très simples. D'abord, la perte de contrôle sur les usages. Et la perte de contrôle, ça compte plus que la quantité. C'est-à-dire, j'avais prévu de ne pas boire ce soir et j'ai bu. J'avais prévu de boire qu'un verre et j'en ai bu 3. Je m'étais dit que j'allais avoir pas plus de tant d'occasions par mois et j'en ai eu plus. Donc, je perds le contrôle sur mes usages de manière répétée, ou continuelle ou répétée. Et il y a des conséquences. Mais pas des conséquences que physiques. Il peut y en avoir, bien sûr, mais il y a des conséquences physiques, psychiques, sociales, professionnelles. Et c'est l'ensemble de ces conséquences et de la somme de ces conséquences qui permet d'évaluer la sévérité de l'addiction. Il faut considérer que se retrouver, par exemple, pour un jeune qui a une alcoolisation ponctuelle importante et qui se retrouve aux urgences, c'est déjà un dommage. Se retrouver aux urgences est un dommage. Je ne dis pas ça contre les urgentistes et les personnels des urgences. Ils le prendront pas mal, je pense. Ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas une porte d'entrée adaptée dans les soins, en fait. C'est un échec. Et se retrouver aux urgences est déjà le signe d'un usage problématique. Ensuite, il y a des frontières nosographiques aussi, c'est-à-dire des zones où on n'est pas vraiment dans l'addiction. Et ça a été évoqué dans le micro-trottoir, je crois, sur le fait qu'il pouvait y avoir certains usages de substances qui étaient à viser ni pour chercher un plaisir, ni pour soulager un déplaisir. Et ça, c'est les deux types d'usages principaux de l'addiction. Soit pour se faire plaisir, soit pour soulager du déplaisir, soulager une souffrance. Mais on peut prendre des substances pour autre chose, et particulièrement pour surmonter des obstacles réels ou imaginaires. On sort un tout petit peu du cadre de la définition de l'addiction, parce que ça s'appelle une conduite dopante, en fait. Prendre une substance pour surmonter un obstacle réel ou imaginaire, ça s'appelle une conduite dopante. On peut avoir les deux.
Hein, on peut avoir une conduite dopante avec une substance qui fabrique de l'addiction et donc devenir addict à cette substance, bien sûr. À quel moment on commence à à quel moment et sur quels éléments on commence à s'inquiéter pour quelqu'un en se disant tiens, il y a peut-être une addiction, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. D'abord, le premier élément, c'est qu'on est toujours légitime pour s'inquiéter et pour le dire. Ouais. Rien ne compte plus chez les proches, chez l'entourage, chez les amis que leur ressenti. Et d'ailleurs, c'est très souvent quelque chose qui va limiter l'entourage, ce qui est de dire, les amis, notamment en soirée, on voit bien que ce copain, cette copine a un usage problématique, se retrouve aux urgences, tombe, fait des choses qu'il ou elle n'aurait pas fait en l'absence de la consommation, a des conséquences sur les études, sur l'école, sur le climat familial, etc. La plupart des jeunes, des proches se disent « Oui, mais moi, je ne peux rien lui dire parce qu'en soirée, je consomme aussi en soirée, donc je ne peux rien lui dire. » D'abord, il y a un petit tips très simple là-dessus, c'est que, évidemment, c'est compliqué de dire à quelqu'un tiens, tu bois trop, tu prends trop de protoxyde, tu fumes trop de cannabis, tu prends trop de je ne sais quoi. Par contre, ce qu'on peut toujours être tout à fait légitime et qui est plus simple à aborder, c'est dire ce qu'on ressent soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire mais on juge pas, en fait. Toi, tu fais trop de ci ou pas assez de ça. On dit je suis inquiet pour toi. Et c'est ça, tout le monde est légitime pour le faire. Et ça fonctionne. Puis l'idée, c'est peut-être aussi de mettre des limites en tant que nous, en tant qu'amis, de ce qu'on peut accepter ou pas accepter dans le comportement de l'autre. Oui, ça nécessite déjà des compétences psychosociales un tout petit peu plus. Mais déjà, juste dire je suis inquiet pour toi, c'est pas du tout négligeable. Ensuite, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Mais on doit s'inquiéter quand il y a ces éléments dès qu'il y a ces premiers éléments de définition, c'est-à-dire dès qu'il y a la notion de perte de contrôle sur les usages. Dès qu'il y a une notion de perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'en fait, on ne souhaiterait pas faire, soit effectivement pour chercher du plaisir, pour se conformer aux codes sociaux, pour soulager du déplaisir, c'est déjà en fait un élément d'inquiétude. Et après, on doit s'inquiéter d'autant plus qu'il y a des conséquences. Évidemment, les conséquences physiques, c'est toujours ce qui inquiète le plus, mais les conséquences physiques, dans beaucoup de cas, elles surviennent tardivement. Oui, c'est déjà presque trop tard. Ou alors, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, mais malheureusement, en France, les gens arrivent quand même tardivement. Les jeunes particulièrement arrivent tardivement dans les dispositifs d'accompagnement. Ils arrivent souvent avec beaucoup de conséquences scolaires, sur la formation familiale, sociale, financière, parce que c'est pas gratuit les produits. Oui. Donc ils arrivent souvent très tard, mais pas trop tard. Et par rapport aux conséquences, notamment sur la santé mentale et les conséquences psy, est-ce qu'il y a une interviewée qui nous parlait de ça ? Est-ce qu'on peut clairement déclencher, de par une pratique addictive, notamment les écrans, des troubles anxieux, des troubles bipolaires ou autres ? Alors, ce qu'il est important de considérer, c'est que ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle des modèles éthiopathogéniques, c'est-à-dire les modèles de l'origine des maladies. Pour les addictions et la santé mentale, on peut faire 3 grandes hypothèses. Si on essaie de faire des catégories, je vous ai dit juste avant qu'il ne fallait pas trop en faire, mais essayons de faire des catégories éthiopathogéniques quand même. Soit on peut considérer que les addictions fabriquent ou aggravent des pathologies psychiatriques, des pathologies mentales, voilà. Aggravant ou même qui peut générer. Bon, dans un certain nombre de cas, c'est pertinent de le penser. Sauf qu'on peut penser exactement l'inverse. Les pathologies mentales, psychiatriques, peuvent générer ou aggraver la vulnérabilité vis-à-vis des addictions. Troisième grande hypothèse, il existe en amont de tout ça une vulnérabilité commune pour les deux types de maladies, addiction et santé mentale. Et psychiatrie, quand on regarde les grandes études scientifiques, les immenses cohortes sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes suivies pendant des années, on retrouve des facteurs de risque communs aux deux choses, aux maladies psychiatriques et aux addictions. Sauf que ça ne nous aide pas beaucoup parce que ces facteurs de risque sont assez évidents, c'est-à-dire il vaut mieux naître, c'est pas une provocation que de le dire comme ça, mais il vaut mieux naître dans une famille bienveillante, aidante, aimante, et ayant un niveau socio-économique correct, que naître dans une famille maltraitante, négligente, et qui est très défavorisée au plan socio-économique. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça nous aide pas beaucoup pour vraiment avoir des éléments sur qu'est-ce qui provoque quoi. Ensuite,
en plus, il y a des différences par produit. Les produits ont un pouvoir addictogène différent, c'est-à-dire une capacité à fabriquer de la dépendance différente, mais les produits, ils ont aussi des pouvoirs, des potentiels de toxicité sur le système nerveux central, sur le cerveau, qui sont différents. Il y a des produits qui sont plus toxiques que d'autres sur le cerveau. Aujourd'hui, ce qu'on sait très très bien, c'est que déjà, on n'a pas forcément les moyens sur la population d'aller établir, screener tout le monde pour savoir qui a des facteurs de vulnérabilité, et donc choisir qui aurait le droit de consommer et qui n'aurait pas le droit de consommer. Ça serait un peu bizarre. Et puis en plus, on peut tout à fait avoir une addiction sans vulnérabilité. Et encore une fois, comme je vous le disais, parce qu'on est très exposé, parce que la consommation parce qu'on incite à la consommation, etc. Et puis deuxièmement, ce qu'il est surtout important de considérer, c'est comment est-ce qu'on fait pour agir le plus tôt possible en prévention primaire, c'est-à-dire pour que les jeunes s'exposent moins à la toxicité cérébrale, à la toxicité sur le cerveau de produits, puisque leur cerveau est en construction, en fait. Et ça, c'est pas du fonctionnement psychique, c'est vraiment de la biologie et de la neurologie. Le cerveau adolescent, il est en construction et les produits n'ont pas tout à fait les mêmes effets sur un cerveau en construction que sur un cerveau fini. Et puis troisièmement, comment est-ce qu'on fait pour bien prendre en charge des jeunes qui, dans un contexte de consommation de produits, vont déclencher un problème psychiatrique. Et là-dessus, il y aurait une seule erreur à commettre par les professionnels de santé, ce serait de dire c'est le produit. C'est le produit qui est responsable de ça. Parce que quand on dit c'est le produit qui est responsable de ça, qu'est-ce qui se passe après ? On dit on va régler le problème de produit et on va tout régler. Oui. Or, c'est faux. Oui. Un jeune qui fait ce qu'on appelle un épisode psychotique bref, limité, intermittent, donc il n'a pas de maladie schizophrénique et il fait ça sous l'emprise d'un produit. Au hasard, le cannabis, ou pas tout à fait par hasard. Si on dit c'est le cannabis qui est responsable, prenons en charge le cannabis, et qu'on ne prend pas en charge ce jeune pour l'épisode psychotique bref, en fait, il perd des chances. Il perd des chances que cet épisode soit bien pris en charge, et donc qu'on empêche l'entrée dans une maladie psychiatrique. Et on peut le faire. Aujourd'hui, il y a des possibilités pour... pas qu'avec des médicaments d'ailleurs, avec de l'accompagnement. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ensuite, sur le plan de la prévention primaire, effectivement, et vous l'avez souligné, repousser l'âge des premières consommations est essentiel. Et ça, on le sait très très bien aujourd'hui. On aurait pu imaginer le contraire pour l'alcool. Il y a eu des études qui ont été menées, elles sont vieilles aujourd'hui, en disant, si on éduque les jeunes à bien boire, en fait, ils vont boire mieux et moins des bonnes choses, etc. Comment est-ce qu'un adolescent fait bien les choses ? Il les fait beaucoup. Quand un adolescent fait bien du foot, il fait beaucoup de foot. Quand il fait bien des jeux vidéo, il fait beaucoup de jeux vidéo. Donc, quand il fait bien de l'œnologie, il boit beaucoup. Donc, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est repousser l'âge des premières consommations. Et aujourd'hui, en France, typiquement pour l'alcool, l'âge moyen des premières consommations, la première expérimentation d'alcool en France, en Lorraine, c'est 11 ans. C'est très tôt. Et qu'est-ce qu'on appelle première expérimentation ? C'est le petit fond de rosé avec papy ou... C'est ça. C'est ça. Il y a une double expérimentation de l'alcool en France chez les jeunes, qui est la première expérimentation est souvent l'expérimentation familiale. Donc, ce sont majoritairement des vins mousseux, c'est-à-dire la goutte un petit peu le champagne, etc. Et les alcools locaux. Fonction des régions. La Mirabelle, en Lorraine, c'est fort. Et puis la deuxième expérimentation entre pairs, avec aussi des alcools forts et de la bière. Il y a des enquêtes aujourd'hui de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Vous savez, à 17 ans, il y a la journée d'appel de préparation à la défense et il y a des questionnaires à cette occasion-là. Et on demande aux jeunes, il y a une enquête qui s'appelle l'enquête Aramis notamment, il y en a d'autres qui évaluent les perceptions des jeunes lors de leurs premiers usages. C'est très très intéressant ces enquêtes parce que d'abord elles montrent que ça diminue plutôt dans ces dernières années, le tabagisme des jeunes diminue, les consommations d'alcool en France elles diminuent depuis assez longtemps, mais on reste des gros consommateurs par rapport à d'autres pays. Et ces premières expérimentations, elles sont vécues différemment en fonction des produits, mais il faut savoir que par exemple l'expérimentation du tabac par les jeunes,
est majoritairement vécu comme un passage nécessaire. Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas une recherche de plaisir, ça n'est pas un soulagement de déplaisir, c'est c'est je la me norme conforme sociale, aux codes sociaux du groupe Qui pour font- appartenir ouais. à ce groupe de fumeurs. Et quand on regarde les jeunes à 17 ans qui n'ont expérimenté aucun des trois principaux produits expérimentés, alcool, tabac, cannabis, et ben c'est chez ces jeunes-là qu'on trouve des profils un peu plus, si j'ose dire, je sais plus si c'est le terme qui était utilisé par l'OFDT, mais un petit peu plus de défiance. C'est-à-dire des jeunes qui, à 17 ans, disent « je m'assume en n'étant pas comme vous », avec des compétences psychosociales. Alors si en plus, ils sont pas de piercing et pas de tatouage, ils sont vraiment pas comme les autres. Mais ça nécessite des compétences psychosociales assez développées, en fait, de s'affirmer en disant à 17 ans, je m'affirme, mais pas comme vous. On va continuer d'en échanger dans un instant et je voudrais aussi qu'on voit un petit peu, parce que vous parlez des produits, on reparlera aussi dans un instant de savoir aussi on a beaucoup entendu parler des écrans, des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut devenir addict quand on est jeune? On en parle dans un instant, le temps pour nous d'écouter Orelsan et on continue cet échange ensemble dans Full Santé Mentale. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Nous sommes ensemble ce matin pour parler d'addiction et notamment chez les jeunes avec le docteur Biche. Alors, il y a quelques minutes avant d'écouter Orelsan, on a abordé tous les produits. On a beaucoup parlé des produits, de la première expérience produit. Et pourtant, dans le micro-trottoir, on a entendu beaucoup les gens s'exprimer sur l'impact des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Est-ce que vous considérez que c'est une évolution de la dictologie? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire de l'addiction? C'est une très bonne question parce que, comme on en a parlé, dans la définition de l'addiction, il y a une composante environnementale. Ouais. Et donc, dans une certaine mesure, la norme sociale, la société va régler ce qui est acceptable, pas acceptable. Et évidemment, très rapidement, ces dernières années, les écrans ont fait ont une très forte intrusion dans le quotidien, ce qui légitimement peut générer des inquiétudes. Ceci dit, l'intrusion des écrans dans le monde moderne a énormément d'avantages aussi. Bien sûr. Ouais. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle d'une maladie que serait l'addiction aux écrans. Par contre, ce qu'on peut relever très clairement, c'est des utilisations problématiques des écrans. Avec les impacts sur la vie quotidienne. Avec des conséquences et puis des types d'usages. Par exemple, il y a vraiment d'authentiques addictions aux jeux vidéo. On peut avoir, et donc sur des écrans, on peut avoir des addictions sexuelles qui en fait sont des addictions cybersexuelles, donc écran médié par écran. On peut avoir une addiction aux paris sportifs en ligne qui est médiée par les écrans. Il faut bien distinguer deux choses, qui est ce que va produire l'utilisation de l'écran sur l'être humain, sur le plan strictement vraiment biologique, exposition, et ça, on n'a pas besoin d'avoir une addiction pour avoir des troubles du sommeil associés aux écrans parce qu'on s'expose à la lumière bleue, des choses comme ça, donc des choses vraiment de la médecine du sommeil, de la neurologie, et puis l'usage problématique au plan psychique, psychocomportemental des écrans, qui sont deux choses différentes. Vous ne parlez pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi, on le sait d'ailleurs, ça a été étudié avec les systèmes de likes, etc., pour rendre addict. Alors, un certain nombre de dispositifs qui sont sur les écrans sont effectivement construits, et c'est fort dommage, pour que les gens y reviennent. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être des jeux vidéo, dans lequel finalement un certain nombre ils sont pensés de façon à être un peu addictifs. On peut y intégrer des jeux de hasard même. Il y a ce qu'on appelle des loot box, des jeux de hasard qui sont intégrés dans les jeux vidéo. Ça existe dans Fortnite, ça existe dans d'autres jeux. Et les réseaux sociaux, et particulièrement les réseaux sociaux qui ciblent effectivement les jeunes, ont mis en place des dispositifs qui effectivement sont des dispositifs addictogènes. Et plutôt ceux qui sont fréquentés par les jeunes. Les likes, Facebook, c'est un réseau social pour déjà un peu les personnes plus âgées. Malheureusement. Mais des choses comme Snap, comme TikTok, aussi les Discord, etc. Bien sûr, sur Snap, typiquement, les flammes qu'on va perdre si on perd un peu trop le contact.
sont vraiment des choses qui sont problématiques. Le fait que ces choses-là aient été intégrées dans le réseau pour matérialiser l'attachement entre deux personnes est problématique. Bien sûr, ouais. Alors, on voit un peu toutes les problématiques qu'il y a qui amènent vers l'addiction, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles sont les solutions pour lutter contre cette addiction? Quels sont les dispositifs qui existent? On peut peut-être aussi un peu aborder ce sujet-là qui me paraît important. Alors d'abord, il faut intervenir. Juste, oui, pardon. pour compléter, Stéphanie, pour que je puisse y répondre, ce qu'on disait juste avant, est-ce que les traitements ou l'accompagnement pour une addiction est la même selon les différentes addictions? Alors je réponds à cette question et puis après on parle des prises en charge. L'accompagnement n'est pas le même en fonction du type d'addiction, pas tout à fait certes, mais surtout l'accompagnement il est adapté à la personne beaucoup plus qu'au produit, et ça c'est un principe fondateur de l'addictologie, c'est-à-dire que l'addictologie s'occupe des personnes, pas des produits, et donc lorsqu'on adapte la prise en charge de quelqu'un, mais comme en santé mentale d'une manière générale, on l'adapte bien sûr à son type d'addiction, mais on l'adapte aussi à son milieu socio-économique, à son milieu culturel, à ses croyances, et à ses envies aussi, à ses objectifs personnels. C'est-à-dire que ce que moi je veux pour mes patients et pour mes jeunes patients, on s'en fiche. Ça compte immensément moins que ce que eux veulent pour eux-mêmes. Et alors, beaucoup de disciplines scientifiques, beaucoup de disciplines médicales sont dans ce cas-là, mais l'addictologie, plus que toute autre, est une discipline dans laquelle on doit être amené à oublier ses propres désirs. Dans un certain nombre de cas, changer le comportement addictif n'est qu'un objectif secondaire. Ce que je veux en premier, c'est retrouver mes copains, retrouver mes potes, retrouver ma copine, retrouver mon copain, avoir des relations familiales apaisées, et prendre en charge mon addiction sert cet objectif premier, c'est tout à fait acceptable. Ensuite, sur donc l'organisation des soins, etc. Bon, d'abord, il faut intervenir tôt. Et ça, on sait typiquement qu'en France, c'est un constat. Aujourd'hui, il y a un dispositif spécifique pour les jeunes qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs. L'ordre des mots est important. C'est pas consultation consommateur jeune, c'est consultation jeune consommateur. C'est-à-dire que classiquement, on dit 12-25, mais l'âge compte beaucoup moins que la pratique. C'est-à-dire que c'est un lieu gratuit, anonyme, qui permet d'aller faire le point sur ses usages quand on sent que ça dérape un peu et avant que ça dérape trop. Pour reprendre le contrôle sur ses usages, reprendre le contrôle sur sa vie, parfois arrêter, parfois retrouver un usage socialement réglé, donc à l'articulation vraiment entre les soins et la prévention. Le constat qui est fait aujourd'hui en France, c'est que les CJC, les consultations jeunes consommateurs, les jeunes, ils viennent tard. Ils ont déjà ils ont trop de problèmes quand ils arrivent, et ça, il n'est pas trop tard, mais de fait, les prises en charge sont plus longues, elles sont plus compliquées. Quand vous arrivez et que c'est la justice qui vous envoie, vous avez déjà beaucoup de problèmes. Donc les consultations jeunes consommateurs ne sont pas assez bien identifiées. Il y en a une à Nancy. À Nancy, elle est portée par la Maison des Addictions, mais elle est localisée dans la Maison des Adolescents, rue François de Neufchâteau, à Nancy, ce qui est vraiment un modèle extrêmement intéressant parce qu'elle est dans la Maison des Ados, en ville, très accessible, et en même temps dans un endroit où, clairement, si vous voulez y aller, ça ne se voit pas trop. Cette rue, elle est plutôt discrète. Et il y a des professionnels tous les mercredis, toute la journée. D'ailleurs, sur les professionnels, donc si un jeune y va demain, quel professionnel on rencontre au CJC? Alors, chaque CJC peut avoir son type de fonctionnement, mais à la CJC de Nancy, il y a du temps d'éducateurs spécialisés, il y a du temps d'infirmiers, il y a du temps de médecins addictologues, psychiatres addictologues, pédopsychiatres addictologues. Et on travaille en étroite collaboration, avec même des temps partagés, avec le CLIP, qui est donc un service d'accompagnement des jeunes qui ont pu avoir des symptômes ou des prodromes de maladies psychiatriques. On peut accompagner ces jeunes, je parle des jeunes par exemple, on voit, c'est toujours difficile dans l'adolescence avec les parents par exemple. Est-ce que c'est le rôle des parents ou est-ce qu'il faut que le jeune soit volontaire pour que la prise en charge fonctionne? Alors, tous les comportements humains sont motivés. C'est-à-dire que globalement, on en revient toujours souvent à une question qui est il faut que les gens le veuillent, il faut que les gens le veuillent pour eux, etc. Bien sûr que les rencontres avec quelqu'un qui ne voulait pas venir sont plus compliquées. Mais ça ne veut pas dire que ces rencontres-là, qui sont au départ
peu motivés, entre guillemets, ne produisent pas quelque chose, y compris dans les soins pénalement ordonnés, il y a des rencontres possibles. Mais bien sûr que le contexte de départ est pas tout à fait le même. Après, évidemment, les parents sont légitimes pour s'inquiéter pour la santé de leurs enfants et pour les accompagner vers des professionnels de santé. Ça, c'est très clair. Ensuite, quand une famille vient à la consultation jeune consommateur, le cadre, si j'ose dire, est posé. C'est-à-dire que c'est important dès le début que tout le monde entende, les parents, le jeune, que peut-être il va y avoir des rendez-vous avec le jeune et que ce qui va se dire va rester entre le jeune et le professionnel, mais que des points vont pouvoir être faits et qu'on discutera avec le jeune de ce qu'on aborde avec ses parents, etc. Ce cadre-là peut être posé d'emblée de manière très transparente et tout le monde est un peu plus serein. Les consultations jeunes consommateurs peuvent aussi recevoir les parents. Si un parent se questionne sur des usages, il peut aussi venir à la CJC pour avoir des conseils. Alors, oui, c'est un vrai élément. Des parents aujourd'hui qui sont désarmés, donc on a bien compris, peuvent aller à la CJC. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui d'y aller? Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut leur donner à ces parents? Sans hésitation, on leur dit venez. Ensuite, il y a d'autres. Bien sûr qu'il y a les dispositifs nationaux, Alcool Infoservice, Drogue Infoservice, Jeux Infoservice, tous ces dispositifs-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que de la même façon qu'on le disait pour les amis, les pères tout à l'heure, l'inquiétude parentale est toujours légitime. Il n'y a aucune discussion sur la légitimité de l'inquiétude parentale. Ensuite, ce qu'il est important aussi peut-être de préciser, c'est que globalement, des parents peuvent venir avec l'idée globalement de eux dire la vérité. C'est toujours ce qui est aussi tout à fait compréhensible. Mais quand un professionnel de la CJC accueille un parent, c'est surtout pour lui donner des conseils à lui sur ses attitudes, sur ses positionnements, etc. à lui ou elle. Et autant que possible, on évite parce que c'est compliqué de faire parler les absents. Bien sûr. C'est passionnant, on aurait adoré avoir encore plus de temps avec vous, mais on va devoir malheureusement terminer cette émission. Je vais essayer de résumer, vous me dites si je me trompe. Finalement, pour l'addiction, le mieux, c'est de prendre en charge très rapidement, de bien dire qu'on s'inquiète, et de pas dire tu consommes trop, mais de dire je m'inquiète parce que j'ai l'impression que tu consommes trop, et puis de se faire accompagner. C'est très bien résumé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu ce matin, docteur Michael Biche. On peut dire où vous pratiquez peut-être quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, je crois, en début d'émission. Donc, je suis psychiatre addictologue, je suis vice-président de la Fédération française d'addictologie et je suis chef de service d'addictologie au centre psychothérapique de Nancy-Laxou. Merci à vous de nous avoir accordé tout ce temps, c'était passionnant et je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler d'addiction dans cette émission. Le mois prochain, on se retrouve pour un autre sujet. Sur les violences sexuelles dans l'enfance. Sexistes et sexuelles. Sexistes et sexuelles dans l'enfance, ce sera le mois prochain. Merci Stéphanie, coordinatrice du projet territorial santé mentale 54. Merci Basile du CREPSI Espoir 54. Merci à vous docteur Biche. Et au mois prochain sur RCN. Belle journée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org